Hop, ne quittez pas. Ah oui, il y a un petit délai. Ah oui. Non, c'est drôle. Hop. Bon, bah, je pense que c'est good. Là, on a 5 personnes sur YouTube. Bienvenue à tous. Salut Raphaël, comment ça va? Ça va très bien, Quentin, et toi? Eh ben, ça va bien aussi. Je suis ravi de t'avoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis les États-Unis sur Live Alumni. Merci d'avoir veillé jusqu'à 8 heures pour Ouais, m'écouter parler. avec plaisir. Bon, un petit mot d'abord peut-être pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Live Alumni, c'est un mini-programme de la chaîne des anciens de Centrale Marseille pour aller à la rencontre d'anciens de l'école, illustrer un peu leur parcours, pour donner des nouvelles à leurs camarades de promo, puis aider les plus jeunes à s'orienter parmi toutes les ramifications possibles d'un parcours d'ingénieur généraliste, dont on va avoir une belle illustration aujourd'hui avec Raphaël. Bah écoute Raphaël, ce qu'on peut peut-être faire pour démarrer, c'est peut-être tu peux te présenter succinctement et puis nous dire ce que tu faisais aussi comme asso et comme filière à l'école pour qu'on ait un peu une vue de qui tu es. Oui, avec plaisir. Donc, Raphaël Rousseau, je vis actuellement aux États-Unis dans la région de Boston et je suis en première année de MBA à Harvard Business School. Donc, avant de reprendre mes études, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Saint-Gobain dans le centre de recherche de Northborough, donc dans la Ouais. région de Boston aux États-Unis, où j'ai occupé différents rôles. J'ai fait un VIE donc en recherche et ensuite j'ai bougé dans un rôle plus stratégique et New Business Development. Donc ça, Ouais. c'est ce que j'ai fait chez Saint-Gobain. Avant ça, je faisais mes études à l'Imperial College de Londres. Ouais. J'ai fait un master en bioingénierie. J'ai, et donc, si on remonte encore en arrière, j'ai fait ma troisième année à Centrale Paris et Ouais. mes 2 premières années à Centrale Marseille où j'étais plus orientée bio-ingénierie. Et en 3 ans à Centrale Paris, j'ai pris les options gestion de projet à l'international et génie des procédés. Je ne suis pas sûre que ces options existent toujours avec la fusion Ouais. Centrale Paris, mais la raison pour laquelle je les ai pris, c'est parce qu'à l'époque, je crois qu'à Marseille, il n'y avait pas ce Il combo n'y avait pas gestion ces trucs-là. des procédés. Ok. Et, et donc voilà, pour mon parcours, je suis passée par classe prépa à Paris. Ok. Et en termes de vie associative à l'école, tu avais fait une liste B2, toi, non? Oui, oui, oui. Donc j'étais à la FF, nous La feu. avions perdu, mais après j'ai pu être recrutée par la playlist et donc j'étais membre du BDE. Donc, Ouais. pour les membres du BDE et de la FF, si certains m'écoutent. Et donc, oui, en associatif, j'étais au BDE, dans le pôle intégration. C'était vraiment une super expérience pendant toute une année de préparer en fait cette unique semaine d'intégration pour accueillir tous les nouveaux élèves. J'en garde toujours des souvenirs mémorables. Ouais. Ok. Alors, pas possible, mais c'était vraiment un moment de cohésion. C'est toujours un plaisir de m'en souvenir. Trop Ça a cool. vraiment été bien. Donc, BDE, j'étais au pom-pom, j'ai fait rugby, escalade. Enfin, j'ai eu tout Trop un cool. panel d'activités. J'étais jamais vraiment sans rien faire. Mais je me souviens que t'avais participé à notre truc pour financer la Funky Families. Non, je t'avais pas inscrit sur plein de plateformes de poker et tout. Et voilà. D'ailleurs, je reçois pas des emails Mince. Ah là là. oui, oui, oui. Vous avez Bon. Ouais. À ne pas reproduire chez vous, c'est dangereux. Non, oui, non. Bah, ça dépannait un petit peu, quoi. C'était. oui, Euh, ah oui. On a toujours beaucoup de financement. Carrément, c'était marrant ce truc. Et ben écoute, merci pour cette jolie introduction. Peut-être pour commencer du début, qu'est-ce qui t'avait amené à l'école du coup à la base, t'avais fait prépa donc à Paris. Oui. Euh, c'est le jeu des concours ou alors tu t'étais dit je veux aller dans le sud. En fait, c'est plusieurs raisons comme de nombreuses personnes, je pense à Centrale Marseille, la raison qui nous a amenés là, c'est que c'est une école généraliste. Et généralement, aussitôt dans nos études, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, on n'a pas trop d'idées de ce qu'on veut faire plus tard. Donc, je voulais vraiment couvrir le maximum de portes possibles. Donc, c'était l'une des raisons.
L'autre, oui, l'appel du Sud. Je n'avais jamais vraiment franchi la porte de Paris à l'époque. Donc, Marseille m'attirait bien. Et enfin, donc j'étais en PC, en prépa, et j'avais toujours un attrait pour la physique-chimie. Ouais. Je savais que Centrale Marseille était issue de la fusion de plusieurs écoles, et l'une d'entre elles était l'école de chimie. J'ai toujours voulu garder cette composante de chimie. Okay. Un bon choix stratégique, finalement. Trop cool. Et donc tu arrives à l'école, il y a un peu la première année, l'intégration, le début des listes, etc. T'avais fait un stage ouvrier un peu classique ou qu'est-ce que tu avais fait en première année? Alors oui, en première année, j'ai fait un stage ouvrier comme tout le monde. Je crois que c'est vraiment le but de ce stage, c'est de découvrir le monde de la production. Ouais. Pas mal de mal pour être honnête pour le trouver, ce stage. Au début, je faisais vraiment la méthode traditionnelle, j'écrivais des lettres de motivation à des entreprises spécialisées en chimie et réponse. Et en fait, je me suis servi de mon réseau un peu étendu et j'ai demandé en fait à mes parents qu'ils m'aident. Okay. Je me suis rendu compte que avec le recul, on a beaucoup plus de leviers qu'on croit. En fait, je viens de Champagne, de Reims, et dans cette région, c'est surtout le Champagne qui mène l'économie. Il y a énormément d'industries qui tournent autour de ça. Je me suis rendu compte que peut-être qu'il y a des possibilités là-bas, il y a des opportunités sans vraiment avoir d'offre de stage disponible sur les sites internet. J'ai demandé à mes parents de faire jouer leur réseau et de voir s'il n'y avait pas des gérants d'entreprise qui étaient prêts à me donner une chance. Et donc, en fait, j'ai fait mon stage dans une entreprise d'œnologie qui conditionne des produits chimiques pour traiter le champagne. D'accord. Passionnant. Donc, j'ai mis en bouteille des produits chimiques. Donc, l'opération, c'est quand même très répétitif, mais ça te fait vraiment découvrir ce que c'est d'être un opérateur. Et vraiment passer par là pour après gérer quoi que ce soit. Pour vraiment passer par ceux qui créent la valeur par comprendre ce que c'est d'être sur une chaîne. Ouais. Et ça, tout le monde, d'être sur une ligne pendant une semaine et de vivre un opérateur de tous les jours. Et il t'avait quand même filé une ou deux bouteilles de champagne pendant ton stage? Oui, dans la région de c'est pas ce qui manquait. Bon, cool. Donc tu fais ce premier stage, donc du coup déjà chimie en fait, enfin plutôt orienté chimie. Être dans un environnement plutôt chimique. Et du coup tu arrives en deuxième année, là faut commencer à choisir un peu des premières options. T'avais fait un S8 particulier du coup? Non, je n'ai pas fait de S8 car ce que je souhaitais c'était de partir à l'étranger plus de 6 mois. Et, je suis dans une université pour un an, donc je me suis dit je vais rester mes 2 trimestres à Marseille. Ouais. Et donc j'ai choisi le S8 bio-ingénierie, je pense. Ouais. Avec Marc Jaeger. Ouais. Encore une fois, c'est parce qu'il y avait une grosse composante chimie, mais en plus tout ce qui a trait à la santé, au monde médical. Et les deux ensemble, c'était vraiment ce qui m'attirait. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait en S8. Et pour mon stage de deuxième année, vu que j'avais déjà expérimenté l'univers de la production, cette fois-ci, en fait, j'ai voulu essayer le monde de la recherche. L'ensemble de mes stages, c'était assez stratégique. Je voulais essayer différents domaines, différents univers. Et là, l'idée, c'était de voir ce que c'était d'être dans un monde vraiment mené par la recherche, entouré de personnes qui font des thèses. Ouais. Et j'étais à l'université de Reims, dans un laboratoire mixte entre le CNRS et l'université de Reims. Et le but du stage, c'était d'utiliser différents types de spectroscopie vibrationnelle pour identifier des marqueurs de cancer du sein. C'était en partenariat avec un centre de biologie. C'était vraiment très bio-ingénierie. Donc, utiliser de l'imagerie, des spectroscopies, du traitement de données pour identifier différents types de marqueurs. Et des sondes qui détecteraient des cancers un peu précoces. D'accord. Et tu disais, tu l'avais trouvé comment ce stage via... Je ne l'ai pas dit. Alors, si je me souviens bien, j'ai envoyé des mails. Un peu partout. Les sens. C'est ce qui a marché. Donc, j'avais envoyé un mail à un professeur de médecine à l'université de Reims
après à relayer mon mail dans les différents centres CNRS de l'université. C'est comme ça que je l'ai eu. Par rebond. Et, il faut vraiment faire jouer tous ces leviers. Envoyer des mails, postuler à des offres officielles, mais également demander autour de soi. On a vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit. Donc, ouais. La méthode conventionnelle marche, mais parfois, vraiment essayer à tout va de lancer des candidatures spontanées peut fonctionner. Donc, c'était une candidature spontanée. Et ça prend du temps, mais... Le mot-clé que tu as utilisé, c'est vraiment demander, quoi. Il faut demander, oui. Et il ne faut pas croire que voilà, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, je n'ai pas de réseau. Il ne faut pas croire que ça va te freiner. C'est limitant. Et comment tu abordes les gens qu'est-ce que tu leur dis dans tes mails? Comment tu structures ton message, en fait? Quand tu es à ce niveau-là et que tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce que tu racontes dans ton mail? J'essaie toujours de trouver un point d'ancrage, un point de connexion entre la personne et moi-même, que ce soit dans mon parcours académique, quelque chose qui a un lien, ou dans mes connexions, ou un article que j'ai lu, un article scientifique, ou des nouvelles que j'ai entendues. Il faut toujours trouver quelque chose, un point d'ancrage qui montre qu'on est vraiment intéressé par l'activité de cette personne. Mais comment tu l'élabores? Parce que le mec, il peut se dire, ouais, en fait, c'est du bullshit. Qu'est-ce que tu lui dis concrètement sur ton article, par exemple? Qu'est-ce que tu racontes autour de ça? Par exemple, pour ce stage en bioingénierie que j'ai fait, je ne sais plus tellement comment j'avais formulé ma candidature spontanée. Ouais. J'ai bien pu dire, j'ai lu votre article sur ce type de spectroscopie pour identifier des biomarqueurs de cancer. Voilà, je suis en parcours bioingénierie et j'aimerais beaucoup en découvrir plus et apporter mes compétences et élargir votre champ de recherche pour vous aider. D'accord. Toujours ce... Ah non, mais donc c'était quand même hyper ciblé en mode je suis en train de enfin entre guillemets, j'ai vu ce que vous faisiez. Moi de mon côté, je suis en deuxième année et je suis en train de chercher mon stage de deuxième année. Ça me plairait beaucoup de travailler avec vous sur ce type de sujet, quoi. Enfin, un peu cash, quoi. Oui, il faut y aller cash. Donc, en faisant ça, tu découvres que tu es passionné par plein de trucs et tu veux faire plein de trucs. Tu deviens passionné par plein de trucs. Il faut y aller comme ça, parfois. Ok. Ok, non, mais hyper intéressant. Non, j'enfonce un peu, parfois des portes ouvertes, mais je pense qu'il y a des gens, parfois, ils se mettent des grosses barrières et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte à quel point ça peut aller vite, juste en étant très clair, en disant, bah voilà, vous faites ça, moi je suis dans telle situation, et est-ce que vous avez un coup de main? Vous pouvez me donner un coup de main là-dessus. Oui, comme ça. Vraiment, le travail derrière, c'est le faire de façon répétitive et vraiment, et surtout de faire une recherche derrière, de montrer quand même que tu sais. Ouais, de faire ses devoirs, entre guillemets. Donc, ça, du coup, c'était ton stage de deuxième année en recherche. Ça se passe comment? Du coup, t'étais t'étais dans une équipe et tu travaillais avec plusieurs chercheurs, ou alors t'avais un maître de stage et t'étais un peu autonome sur ton sujet? Comment tu travaillais? C'était plutôt donc la dernière option. Donc j'étais avec un maître de stage qui me donnait des directives, mais j'étais entourée de thésards, ouais. de gens qui étaient en première ou deuxième année de thèse, et c'est eux qui vraiment m'ont beaucoup aidé. On peut dire que c'était une équipe, mais mon travail n'était que destiné à... D'accord. Et donc l'objectif le thème, c'est peut-être compliqué de résumer le sujet de stage complet parce que parfois les sujets de recherche sont un peu précis, mais c'était quoi l'objectif en gros du stage? L'objectif, c'était, comme je l'ai décrit, d'identifier des biomarqueurs cancéreux en utilisant différentes microscopies. C'était vraiment bien précis. C'est très précis. Et toutes ces... Donc ça marchait comment? T'es parti sur un sujet comme ça et tu devais un peu construire tes protocoles, ou alors ton maître de stage il t'a dit voilà, en fait il y a telle expérience qu'il faudrait qu'on refasse et qu'on optimise? Oui, non, c'était plus la dernière option, vraiment donner toutes les directives là-dessus.
Ok. Différent d'une thèse où là, tu as beaucoup plus de liberté. Ouais. Là, c'était vraiment pour découvrir le monde de la recherche et la rigueur, en fait, scientifique. Okay. Et c'était quoi 2 mois. Donc, ouais, c'était un peu court aussi. Je ne peux pas vraiment mettre au point un protocole expérimental. C'était vraiment appliquer, utiliser des équipements. Après, quand même, analyser les données. Toute la valeur du travail, c'est après dans l'analyse. D'accord. Et comment ça marchait concrètement, les manipulations que tu as pu faire C'était donc très répétitif. Quand tu collectes des données, généralement, c'est assez répétitif, mais c'était sur différents types d'équipements. L'idée, c'était de prélever d'abord des biopsies, de réelles biopsies de tumeurs. Après, d'identifier donc, ces biomarqueurs en utilisant différents types de spectroscopie, de collecter ces spectres, et ensuite d'analyser ces données avec différents types d'algorithmes sur MATLAB, des algorithmes de classification. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait ça, en fait, c'est tous les thésards qui travaillaient sur le traitement de données qui m'ont donné leur code. Ouais. Après, je les utilisais et j'analysais les données. Donc, le but, c'était d'identifier différentes empreintes relatives au cancer. Et c'est quoi les 2-3 caractéristiques clés? Enfin, c'est peut-être loin maintenant, mais juste pour avoir une idée. Comment tu caractérises du coup une cellule cancéreuse? C'était quoi les 2-3 qualités que tu pouvais analyser, et comment c'était quoi la métrique? Comment tu... Oui, c'est loin, mais en gros, c'est ça. Grosse maille. Oui, si tu as certaines protéines, dans un tissu cancéreux, tu as plus de protéines que dans un tissu mou, surtout dans le tissu de sang. Donc, lorsque tu identifies beaucoup de protéines dans ton spectre, ça veut dire que c'est cancéreux. Ok. Donc c'est la concentration de protéines, de certaines protéines, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Ouais, je creuse un peu au cas où il y a des gens un peu passionnés qui se disent ah mais comment ça marche? Après ils vont m'en vouloir, ils vont dire ouais mais en fait tu poses que des questions génériques. Non, tu as raison, mais tu as raison. Ouais, donc je fais l'exprès. D'ailleurs, je regarde, si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, c'est fait pour ça. Sur ce stage-là, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as envie d'indiquer, que tu as envie de souligner, qui t'ont marqué? Si j'avais à donner un conseil, je trouve que c'est bien de faire un stage dans le monde de la recherche pour se faire une idée si on veut après poursuivre par une thèse ou pas. D'accord. Pendant 2 mois, ça te donne une bonne idée de ce que c'est l'univers de la recherche. Je dis moi qui vis maintenant aux États-Unis, je suis quand même entourée de personnes qui ont ce qu'on appelle un PhD, une thèse. Et donc, avec le recul, il faut qu'on soit plus sensibilisé à cette option en France de poursuivre par une thèse, parce que ça peut ouvrir vraiment beaucoup de portes. Ouais, et puis toi, ça te permet de connecter quand même plus facilement avec tous ces gens en disant bah voilà, moi je connais aussi ce monde-là. Oui, exactement. Okay. Je trouve que les stages, c'est vraiment une super opportunité pour découvrir différentes fonctions que tu voudrais faire. Et c'est une chance qu'on a en France, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas autant de stages. Ouais. Quand même, numéro 3. Et il n'y a pas beaucoup d'universités étrangères qui offrent autant d'opportunités comme ça. Ok, trop cool. Donc tu fais cette expérience orientée recherche en 2e année, et là tu avais déjà décidé de faire un double diplôme avec Central Paris, c'est ça? À l'époque? À l'époque, oui. En fait, j'avais postulé à Central Paris et également à l'Imperial College. Ouais. Donc, deux parcours différents. Et en fait, je ne pensais pas être admise aux deux. Et en fait, j'étais admise aux deux. Et donc, ça a été un choix. Un dilemme cornélien. En fait, je me suis dit, si j'avais la possibilité de repousser d'1 an mon master à l'Imperial College, je pouvais faire les deux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma 3e année à Central Paris et ensuite, j'ai fait mon master en bioingénierie à l'Imperial College. Et donc, à Central Paris,
ce que je voulais plus creuser, c'était la gestion de projet et également le génie des procédés. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience là-bas. Je ne sais pas comment se passe la 3A à Centrale Marseille, mais la Centrale Paris, il y a énormément de visites de sites industriels ou de rencontres avec l'univers du travail, donc avec le monde du travail. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de visiter des centrales nucléaires, stations d'épuration, des bioraffineries. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un monde, et c'était très passionnant. Et donc, à l'issue de cette année, j'avais développé mon réseau avec différents intervenants qui sont venus proposer des stages, et j'ai obtenu un stage chez EDF à Paris. Et donc, je voulais m'orienter sur la gestion de projet avec une concentration sur les procédés. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur le projet de l'EPR de Flamanville. Ouais. Cette nouvelle centrale nucléaire de dernière génération qui est toujours en cours d'ailleurs. Le but, c'était vraiment de la gestion de projet. J'étais sur un plateau projet, ce qu'on appelle en jargon PMO, Project Management. L'idée, c'était de suivre des jalons vraiment à enjeu du projet. Le projet de l'EPR, c'est un projet assez titanesque avec des dizaines de milliers de tâches à effectuer, et ce projet le planning directeur est structuré en différents jalons. Et moi, je devais piloter un jalon, c'est-à-dire je devais m'assurer que pour effectuer ce jalon, les tâches intermédiaires devaient être effectuées. Donc, j'étais vraiment je monitorais sans cesse les différentes tâches et je m'assurais qu'elles étaient effectuées. Et ce jalon, c'était la livraison du combustible nucléaire sur le site. D'accord. Et c'était vraiment passionnant. Donc, j'ai vraiment appris tout le jargon de la planification de projet, le chemin critique, etc. J'ai acquis beaucoup de connaissances organisationnelles et de planification. C'était quoi les grandes étapes du coup de ton jalon? C'est beaucoup d'étapes réglementaires. S'assurer aux autorités de sûreté nucléaire que le combustible est bien aux normes, que le transport est bien protégé et que les populations alentours sont protégées. Enfin, c'est beaucoup de réglementaires. Ça peut paraître un peu aride, mais c'est très important et il faut être très organisé. Et pour faire tout ça, du coup, comment ça marchait? Tu étais en interface avec plein d'équipes différentes, j'imagine? Oui. Planification de projet, c'est vraiment... Ça remonte à assez longtemps, donc je me souviens plus trop, mais tu as la qualité, tu as les coûts, tu as l'équipe réglementation, tu as l'équipe sûreté, je sais plus vraiment, mais c'est vraiment beaucoup de parties prenantes qu'il faut coordonner. Ouais. Et comment t'as fait pour t'adapter à cette situation où en gros tu dois parler avec plein d'interlocuteurs potentiellement de métiers différents que t'as pas forcément eu le temps de voir à l'école ou quoi, ou même avant, pour être crédible en gros et pour trouver ta place. Oui, surtout quand tu es stagiaire, que tu travailles sur un projet de cette ampleur et que tu n'as aucune connaissance dans le nucléaire, c'est faire ta place, c'est sûr, mais je pense que c'est pareil partout. Moi, ma façon de procéder, et je pense que c'est différent pour tous, c'est à chaque fois de t'introduire face à face à quelqu'un au téléphone, mais d'abord commencer par te présenter, d'expliquer ton stage et pourquoi ce que tu fais, c'est vraiment essentiel et critique pour vraiment susciter leur intérêt. Et généralement, un stage, il existe parce qu'il y a un besoin et un intérêt. Donc, il faut vraiment te vendre et pour leur demander leur aide, il faut montrer quelle valeur tu leur apporteras. Donc, j'ai fait ce travail de présentation, d'introduction, de vente de mon stage à chaque interlocuteur. Et après, c'est comme ça que tu peux te coordonner et faire avancer. Finalement, faire une bonne première impression pour pouvoir que les gens se rappellent un peu de ton rôle et qu'ils ne soient pas surpris quand tu les recontactes en demandant telle info ou de faire telle action, etc. Et je trouve que c'est même très important, même pour la suite. Je ne travaille plus chez EDF maintenant, mais si jamais je veux venir, je pense que je vais laisser
impression correcte. Ouais. Donc, ça peut faire une porte d'entrée même pour la suite. Ouais, donc il pensait aussi pas que pour le court terme du projet, mais aussi pour, entre guillemets, ta notoriété professionnelle. Voilà. Ok, trop cool. Et donc, stage orienté PMO, et comment ça se passe du coup à la fin tu te dis, bon bah je finis mon stage et je vais à l'Imperial College, c'est ça? Oui, c'était déjà décidé. C'était déjà prévu? Je ne pensais pas que ce stage m'aurait autant plu et donc il a fallu que je décide. On m'a proposé de rester, mais je me suis dit, bon, à l'époque, je n'avais pas du tout d'expérience à l'étranger. C'était vraiment une priorité pour moi. Ouais. Avec le recul, un conseil, c'est vraiment possible de prioriser quand on a plusieurs options. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire à cet instant-là? Pour moi, ma priorité, c'était d'avoir une expérience à l'étranger. C'est pour ça que je suis partie à l'Imperial College et j'ai étudié pour obtenir ce master en biomédical. Ok. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé du coup ton arrivée là-bas, l'onboarding à l'Imperial College, c'était comment les cours, etc. Les cours, c'était vraiment de qualité. L'Imperial College est quand même réputé pour tout ce qui est technologique et scientifique. Après, il y a une énorme communauté de Français, donc je ne peux pas trop paysé. Ouais. Plus de mal à me faire des amis avec des Anglais que des Français. La première fois que j'étais à l'étranger, donc étonnamment, même si ça faisait 10 ans que j'apprenais l'anglais, j'ai quand même eu beaucoup de mal avec l'oral au début. Ouais. Il m'a bien fallu 2 mois pour être à l'aise. Donc, on peut croire que l'anglais, tout le monde le parle facilement. Moi, il y a eu quand même une période de transition. Pas, ouais. Oui. Ça a été beaucoup de travail, mais je ne regrette pas. C'est vraiment Londres, c'est une ville qui est absolument fascinante et très multiculturelle. Donc, j'ai vraiment adoré. Okay. Donc, je recommanderais à quiconque de faire une expérience comme ça à l'étranger, mais maintenant, je crois que c'est obligatoire. Oui, donc c'était une super expérience que je recommande. Et en fait, à l'issue de l'Imperial College, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais un peu partagée entre poursuivre par une thèse, parce que en Angleterre et surtout à l'Imperial College, c'est vraiment la suite naturelle, ou alors faire un VIE. En fait, l'expérience à l'étranger m'a vraiment passionnée et je voulais découvrir de nouveaux horizons. Et donc, j'ai choisi le VIE. Et donc, comment je m'y suis prise pour le VIE? Parce que je pense que c'est ce que tu vas me demander. Oui, exactement. Et, passé par la voie classique, donc le CV web. Mais bon, j'avais quand même certains désirs. En fait, ce que je voulais, c'était de partir aux États-Unis et d'être dans une société plus orientée production et industrielle. Donc, j'ai candidaté vraiment à de nombreuses industries comme Air Liquide, Saint-Gobain, j'avais candidaté chez Total, enfin, beaucoup de sociétés industrielles. Et donc j'ai procédé de la même façon que pour mes stages, où j'ai essayé de trouver ce point d'ancrage, ce point d'intérêt. Ouais. Et j'ai Saint-Gobain qui m'a répondu donc, pour une offre dans le centre de recherche de Northborough, près de Boston, la division matériaux de haute performance de Saint-Gobain. Et j'ai passé quelques entretiens au téléphone, je crois 2 avec les équipes techniques, les chercheurs, et 2 avec les RH. Et en fait, je ne l'ai pas eu, ce VIE. Donc, pendant quelques semaines, je m'y croyais vraiment. Je pensais vraiment que je serais aux États-Unis, je m'y voyais, et ça a été une grosse déception. Et la raison pour laquelle je n'ai pas été prise, c'est parce qu'il y avait 3 candidats qui ont été retenus en fin de procédé. Et c'était la compétition. Le candidat qui a été retenu avait plus de compétences en mécanique, je crois. Et bon, c'était pour un stage pour améliorer différents types de matériaux, mais c'était orienté très mécanique et je n'avais pas vraiment ces compétences. Et ça y est, pour moi, c'était la fin. Et en fait, 2 jours après, je reçois un email
d'une autre équipe du centre de recherche de Saint-Gobain, d'un autre chef, qui me dit « Ah, mais votre CV a été retenu dans notre base des données de candidats intéressants et donc j'ai ce VIE à vous proposer, est-ce que ça vous intéresserait ?» Et donc, cool. Voilà, il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Donc, il ne faut pas croire que ce qui est sur CiviWeb, c'est uniquement les VIE qui sont disponibles. Souvent, il y a un temps de latence entre le fait de faire le process, entre guillemets, ça crée une empreinte dans le système qui fait que tu fais partie de leur base de vivier et si tu as su te démarquer au cours du process, tu peux être repéré par quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est plus au niveau de l'entreprise, plus que CiviWeb. Mon CV a été retenu chez Saint-Gobain. Et donc, là, j'ai eu beaucoup de chance qu'on m'ait retenu, mais je pense que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, il faut quand même maintenir certaines connexions avec l'entreprise pour dire « Bon, j'ai pas eu ce VIE, mais je suis toujours très intéressée. Donc, si mon profil vous intéresse d'autres équipes, je serai toujours… Je reste motivé, rester un peu ouvert, quoi, en fait. Donc, voilà, ça s'est bien passé, mais il y a d'autres moyens en fait de rentrer quand même que par la voie CiviWeb classique. Donc, moi, c'était la voie CiviWeb, mais c'était un petit peu plus compliqué. Et donc c'est le VIE, c'est un VIE de 18 mois. Aux États-Unis, on ne peut pas faire plus de 18 mois pour des raisons de visa. Ouais. Et donc, c'était un VIE essentiellement recherche, donc dans un centre orienté matériaux, et j'étais spécialisée, pas spécialisée, mais mon projet était sur l'amélioration des propriétés de céramiques industrielles. Donc, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient vraiment les céramiques. Je n'avais pas pris d'option ou de cours sur la science de la matière condensée à Centrale. Et j'ai découvert ce monde qui est assez fascinant. Donc, le monde du B2B et surtout le monde des fournisseurs de matières premières pour des procédés. Donc, les céramiques industrielles sont utilisées dans différents types de procédés pour fabriquer, par exemple, du verre, pour fabriquer de l'acier. Donc, c'est des matériaux qui résistent à des températures, à des conditions de pression très élevées. Et donc, on a besoin de matériaux comme ça résistants pour faire tourner des procédés très agressifs. Mais les céramiques, donc on les utilise dans l'industrie assez lourde, mais également dans l'industrie de pointe, comme dans l'aéronautique, par exemple, pour protéger des pièces très sensibles dans les turbines d'avion. On utilise des céramiques dans vos téléphones portables, par exemple. Ça a des propriétés thermiques très intéressantes et elles permettent en fait d'évacuer la chaleur générée par vos composants microélectroniques. On les trouve dans le maquillage, parce que ça a des propriétés optiques et lubrifiantes pour tout ce qui est maquillage. Donc, j'ai vraiment découvert ce monde et je trouve ça très passionnant parce que c'est un monde assez fermé, mais qui est indispensable pour fabriquer n'importe quoi qui nous entoure. Et donc, le VIE était assez complet. Donc, il y avait une partie très recherche fondamentale pour améliorer des procédés particuliers de fabrication des céramiques. Donc, c'était très orienté recherche, plan d'expérience, on modifie certains paramètres pour voir comment le système répond. Il y a eu une composante aussi production, où je me suis rendue à de multiples reprises sur des sites de production de céramique de Saint-Gobain aux États-Unis. Donc, j'ai beaucoup voyagé lors de ces VIE. Et l'objectif, c'était d'améliorer un procédé qui avait un rendement très faible. Et j'ai dû un peu repartir de la base et comprendre quelle était la raison pour laquelle le rendement de ce procédé était faible et repartir au fond de la science. Quelle est la réaction chimique qui se passe dans ce procédé qui fait que le rendement est pourri. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé là-dessus et ce projet-là de mon VIE a été celui où il y a eu le plus d'impact possible parce que améliorer le rendement d'un procédé industriel, c'est des gains de coûts et une augmentation de la capacité de ton usine quand même assez significatif. Donc, j'ai vraiment apprécié voir l'impact que j'apportais pour le business. C'est quoi, par exemple, en termes de métriques, là, l'impact que ça a eu, enfin, ce que tu peux communiquer, tu peux peut-être pas parler de tout, mais… Ça a été surtout un impact financier parce que donc, le rendement était de 30% pour ce procédé et on est passé à 40% et donc on a pu produire beaucoup plus de produits.
Et donc, Ok. en plus, ils étaient vraiment à flux tendu. Et donc, pour un procédé batch, on a pu produire davantage. Donc, ça a été plus de revenus et également moins de coûts. Donc, ça a été Trop assez cool. significatif. Et donc, encore une fois, voilà, je me suis retrouvée dans l'univers de la production, mêlée un peu à la R&D. C'était assez passionnant. Et la dernière composante de mon VIE, j'étais assez chanceuse là-dessus parce que j'ai eu un VIE assez complet. Donc, j'ai fait de la R&D, un peu de soutien et support à la prod. Et j'ai eu également une ouverture au marketing. Donc, j'avais une tutrice en fait particulière, différente de mon maître de VIE, on va dire, qui m'a un peu fait découvrir le monde du marketing, comment on découvre de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés pour les produits qu'on fabrique. Et plus particulièrement pour cette céramique sur laquelle je travaillais, l'idée c'était de voir si dans le monde de l'électronique, on ne pouvait pas utiliser cette céramique dans des machines qui fabriquent des semi-conducteurs. Je ne sais plus comment on appelle ça. En gros, voilà, pour souligner en fait l'importance des céramiques, on utilise également ces matériaux en tant que pièces support pour faire croître des couches de semi-conducteurs. C'est des substrats, non? C'est pas ça? C'est pas des substrats, c'est une pièce qui va dans une chambre. D'accord, c'est un socle sur lequel tu peux plugger des choses, quoi. Exactement. Et donc, mon projet en marketing là-dessus, c'était de voir si on avait une valeur à apporter, une valeur ajoutée à apporter par rapport à nos concurrents. Et donc, j'ai appris un peu le marketing sur le tas comme ça. Donc, j'ai vraiment le VIE au niveau carrière, ça a été vraiment un catalyseur et j'ai appris énormément. Mais bon, le VIE, c'est également une expérience personnelle, culturelle. Il n'y a pas que la composante professionnelle. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant lorsqu'on écrit une lettre de motivation. C'est aussi beaucoup, je veux découvrir la culture. Et donc j'ai découvert la culture américaine et surtout nord-américaine, où c'est tempête de neige sur tempête de neige d'hiver. Je suis arrivée en 2014 et cet hiver-là, c'était un hiver historique où il y a eu des montagnes de neige. Et en fait, les VIE proposés par Saint-Gobain dans cette région, c'est assez particulier. Ça dépend en fait des VIE, mais nous, on n'est pas vraiment aidés au niveau du logement, au niveau de la voiture. On se débrouille soi-même. Donc, je suis arrivée à l'aéroport et j'ai dû vraiment trouver un hôtel pendant un mois pour le temps de trouver un logement. J'ai dû trouver ma voiture moi-même. Donc, il faut se débrouiller par soi-même et c'est une expérience qui nous fait grandir et qui m'a fait comprendre que je peux quand même me débrouiller moi-même. L'avantage du VIE, c'est qu'il y a quand même une grande communauté de VIE aux États-Unis. Ils sont prêts à nous aider. Il y a une solidarité entre les différents VIE qui fait que c'est pas si mal que ça au début, l'adaptation. Mais il faut apprendre, je pense, en VIE le premier mois pour s'adapter, surtout dans des pays exotiques et des paysans, il faut apprendre à demander de l'aide. Je pense que faut pas être trop ambitieux. Ok. Et donc là, le VIE, il dure 18 mois. Oui. Comment ça se passe ensuite? Alors, le VIE dure 18 mois. Aux États-Unis, il y a une spécificité, c'est qu'à l'issue d'un VIE, on n'a pas le droit de rester sur le territoire américain. On est obligé de repartir au moins 1 an dans notre pays d'origine. C'est un peu protectionniste pour éviter d'être réembauché directement aux États-Unis. Donc, moi, mon objectif, c'était de revenir après chez Saint-Gobain. On m'avait fait une offre de rester chez Saint-Gobain, mais il fallait d'abord respecter cette contrainte. Donc, je suis rentrée en France dans le centre de recherche de Saint-Gobain de Cavaillon, près de Avignon. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'offre en recherche ouverte dans mon business. Et donc, on m'a proposé de passer en marketing et en stratégie. C'était une autre opportunité, une autre porte qui s'ouvrait. J'étais un peu
anxieuse parce que je n'avais pas vraiment d'expérience autre que ce VIE dans ce domaine. J'étais plus ingénieur, très systématique, très, très méthodique. Et donc, je redoutais un peu, mais je me suis dit, bon, c'est une opportunité qui s'ouvre à moi. Et si vraiment ça ne va pas, mais je ferai quelque chose d'autre. Donc, voilà, j'ai été plus dans ce raisonnement-là. Et en fait, donc j'ai fait 1 an de marketing en France et ensuite je suis retournée près de Boston, mais toujours dans le même rôle. Et l'objectif, c'était dans cette unité de matériaux céramiques industriels de trouver de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits qui sont vraiment adaptés à la demande des clients, aux tendances des nouveaux marchés. Donc, c'était plus orienté stratégique. En fait, j'ai découvert les différentes composantes du marketing. Et donc, moi, j'étais plus au niveau du développement de nouveaux produits et développement stratégique plus que promotion d'une marque. C'était quoi, du coup, c'est quoi les choses sur lesquelles tu as travaillé en France, en fait, et le process un peu, comment ça marche pour créer un nouveau produit chez Saint-Gobain? Alors, le process, ça a été de suivre une méthode américaine qui s'appelle le blueprinting. Je ne sais pas si tu connais. En fait, le but, c'est de partir des besoins du client. Ça peut paraître évident, mais souvent, on est persuadé que nos produits, ce sont les meilleurs, ils marchent super bien, qui répondent parfaitement à la demande du client. Et souvent, on va dans le mur comme ça. Le but, là, c'était de poser des questions très simples aux clients, de comprendre parfaitement comment ils utilisent nos produits et ce qui ne va pas, quel est en fait le produit idéal pour eux et qu'est-ce qui ne va pas avec notre produit et comment on peut améliorer notre produit pour répondre à leurs demandes. Ça, c'est avec des clients existants. Mais l'une des démarches aussi, c'était de faire grandir notre entreprise dans des marchés plutôt en croissance parce que les céramiques, c'est quand même plus sur de l'industrie un peu lourde et on voulait se développer plus dans l'industrie de pointe. Et donc, l'objectif, ça a été de parler à des inconnus dans diverses industries émergentes pour essayer d'identifier un certain besoin que nos céramiques pourraient remplir. Et donc, j'ai pas pris mon téléphone et appelé à tout va n'importe qui. Il y avait quand même, encore une fois, de la recherche derrière. Identifier des conférences dans lesquelles on parlait par exemple de céramique dans l'aéronautique et ensuite identifier des intervenants, des conférenciers à qui parler après. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ce qu'on appelle une étude de marché, une étude de besoin et connecter nos compétences, nos technologies aux besoins. Okay. Et donc, ça sur différents marchés, différentes technologies. L'une d'entre elles, c'était l'impression 3D. L'idée, c'était de voir si en fait l'impression 3D ne pouvait pas être un levier pour nous pour fabriquer des nouvelles formes qui répondaient beaucoup mieux aux besoins des clients. Donc là, ça a été plus une approche procédé technologique, mais aussi j'ai travaillé dans l'univers du dentaire et du biomédical où l'idée, c'était nous n'étions pas vraiment présents dans ce marché. L'idée, c'était de voir si on ne pouvait pas pénétrer ce marché par juste parler aux gens. En fait, on ne savait pas si on avait vraiment une valeur à apporter parce qu'on n'avait jamais été dans ce marché. Donc, il faut vraiment être proactif lorsqu'on travaille en marketing comme ça et ne pas s'imposer des barrières parce que voilà, ça fait 300 ans que Saint-Gobain travaille dans ce marché-là et pas dans ce marché, donc il y a bien une raison. Non, en fait, les marchés sont constamment en train d'évoluer, les tendances également, donc il faut toujours être curieux et regarder les tendances qui évoluent. Okay. Et poser des questions simples aux gens. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Il ne faut pas commencer à étaler toute sa science, mais il faut écouter les potentiels clients. D'accord. Donc du coup, tu appliques cette méthode à plusieurs marchés pour défricher un peu les besoins. Oui. Tu fais ça 1 an à Paris et tu continues à Boston quand tu reviens. Voilà. Et c'est quoi ton produit fini du coup dans cette étape marketing? Qu'est-ce que tu livres? Toi, tu livres un petit dossier avec voilà tel marché, il a telle taille et voilà mes conclusions en gros, c'est ça? Ou... Il y a ça c'est la partie, on va dire, amont, mais il y a également la mise en place. Si il y a une opportunité d'identifier, il y a après
un peu un plan d'action, comment travailler avec certaines équipes de Saint-Gobain pour établir des connexions avec des clients, effectuer plus d'entretiens et vraiment développer un potentiel produit. Donc, j'ai fait ça pour certains projets. Malheureusement, et c'est vraiment le but du marketing, tout projet n'a pas vraiment débouché sur une opportunité, mais pour certains marchés, oui, j'ai appris à accompagner certaines équipes dans le développement en fait, d'un nouveau produit. Et t'en as... En gros, tu as travaillé sur combien de nouveaux produits sur cette période-là? Approx. On va dire 3-4. D'accord. Et c'est des projets d'ampleur, c'est 6 mois, 1 an. Ok. Ouais, non, c'est... Okay. J'étais un peu, on va dire, une consultante, mais plus que ça. Enfin, je faisais l'étude de marché, mais également Ouais, et comment dire, la préparation pour voir ce qu'il fallait exécuter derrière et pas juste livrer les slides, entre guillemets, quoi. Oui. Et Okay. Donc, en fait, en occupant ce poste, j'ai eu la chance de participer à différentes réunions, on va dire plans, organisées par les business, des budgets, donc avec vraiment les general managers, les directeurs des différents business de l'unité céramique. Et c'est là où je me suis rendu compte, parce que je veux faire la transition avec là où j'en suis maintenant, c'est là que je me suis rendu compte que en fait, voilà, j'ai les connaissances techniques grâce à mon école d'ingénieur, mais il manque certains outils plus business, il manque une certaine compréhension de comment un business marche pour pouvoir continuer. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être qu'un MBA serait cohérent avec mon parcours actuel. Ouais. Donc, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai candidaté pour un MBA. C'était plus pour ouvrir en fait et développer mes compétences dans tout ce qui est commerce. Okay. Une autre raison, c'était également, donc ça faisait 5 ans que j'étais dans le monde des matériaux, le monde des céramiques industrielles, et j'ai souhaité ouvrir mes connaissances sur d'autres activités, mais vraiment de façon très générale. Je voulais avoir de nouvelles perspectives et s'exposer à d'autres personnes, d'autres expériences. Ça, c'était la deuxième. Et enfin, la troisième, le but d'un MBA, et surtout à Harvard, c'est de prendre des décisions. C'est surtout ça. Et pas forcément de prendre la bonne décision, mais d'être... aux commandes, quoi. Enfin... Pas forcément. Pardon, comment? Non, j'allais dire aux commandes, en fait. C'est-à-dire que tu prends une décision et c'est... Oui, c'est pas forcément commander quelqu'un, mais oui, prendre une décision qui soit en connaissance des points positifs et négatifs. C'est avoir vraiment conscience de toutes les raisons qui nous mènent à cette décision. T'allais dire être aware, comme Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est ça. J'arrive. Donc, ouais, c'était pour vraiment élargir le scope et te dire, là, jusqu'à présent, tu avais la vision un peu ingénieur, un peu marketing, mais ça te semblait un peu nébuleux et tu voyais pas tout ce qu'il y avait derrière et tu t'es dit, je veux vraiment avoir la big picture, quoi, et avoir de l'impact derrière sur... Voilà, c'était une des raisons. Et c'est aussi, en fait, quand on a un parcours d'ingénieur, généralement, je trouve que le parcours est un peu tracé, surtout en France. Je ne voyais pas les opportunités qui pouvaient s'ouvrir à moi. Et le MBA, je trouve que là, je suis entourée de gens qui viennent de tous bords, de tout horizon, qui ont des parcours vraiment très variés. Ça te fait vraiment découvrir un autre monde et ça te fait comprendre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc, je trouve que c'est aussi 2 années où tu fais une sorte d'introspection, tu réfléchis sur ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. Et je trouve que c'est bien de faire ça 4-5 ans après ton école, parce que tu as un peu d'expérience. Et généralement, pour des MBA, c'est ce qui est requis. Okay. Généralement, tu ne vas pas candidater à un MBA
immédiatement après ta sortie d'école. Il faut quand même avoir une certaine expérience professionnelle. Et pour rentrer dans ce MBA-là, mais dans les MBA de manière générale, j'imagine que ça n'a pas dû être facile non plus. C'est quoi le process pour y arriver? Alors, je trouve que le process n'est pas si différent que candidater pour un double diplôme, si certains l'ont fait. C'est lettre de motivation, c'est TOEFL, c'est GRE. Je ne suis pas sûre qu'il faille le GRE pour toutes les universités, mais pour les universités américaines, que l'on fasse un PhD ou un MBA, il faut passer ce test standardisé qui est le GRE. Donc, il y a le GRE, c'est 3 lettres de recommandation et c'est tous les bulletins depuis la prépa. Ok. Voilà, c'est un package comme ça. Et après, il y a... ça, c'est pour l'admissibilité. Et ensuite, pour l'admission, on a un entretien avec une seule personne. Donc, je trouve que c'est un ensemble qui fait qu'on peut être admis ou pas. Il ne faut pas croire que voilà, j'ai raté mon GRE, je ne serai pas prise. C'est vraiment le comité d'admission considère l'ensemble de la valeur que tu peux apporter. Et au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, je ne serai jamais prise. Je n'ai pas de connaissances en business, je n'ai pas de connaissances en finance. Voilà, je suis ingénieure et je viens de France, j'aurais aucune chance parce qu'on prend beaucoup plus d'Américains. Mais en fait, le but et c'est surtout le modèle de Harvard, c'est d'apprendre des autres, d'apprendre de la connaissance, de l'expérience des autres. Et donc, la composition des classes, c'est quelque chose qui est vraiment fait de façon très méthodique. Il y a, on va dire, 70% d'Américains, il y a 30% qui viennent de la finance, 30% qui viennent de cet univers. Et donc, chacun a sa place. Et même si on a l'impression qu'on n'a rien à apporter, on apportera toujours quelque chose de différent. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on ne rentre pas dans les clous, on ne sera pas admis. Il faut justement se vendre et vraiment mettre en valeur ce que l'on a réussi à accomplir depuis le début. Ok. Non, hyper cool. Et ouais, donc un peu, ouais, un petit dossier à construire. Et derrière, une fois que tu rentres, donc ce côté un peu international enfin, au-delà de l'international que tu connaissais déjà, parce que tu étais déjà à Boston, entre guillemets, c'est ce côté multi-métier où tu es avec des gens qui sont aussi de très bon niveau, j'imagine. Ça, oui. C'est un peu retour, pour être honnête, retour en classe prépa où tu es vraiment avec des gens très brillants. Okay. Donc, c'est difficile. Il faut être humble et c'est aussi l'un des apprentissages du MBA. Il faut apprendre à demander de l'aide encore une fois. Il faut se sentir vulnérable et l'aide viendra à nous et c'est comme ça qu'après on en sortira plus fort. Okay. C'est vraiment un grand apprentissage de cette année. Et c'est aussi, voilà, chacun a sa valeur à apporter. On connaît toujours quelque chose que quelqu'un ne connaît pas à côté de toi et c'est vraiment mutuel. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Comment ça se passe en termes de choix? Enfin, c'est un MBA généraliste où tu as dû choisir un peu des thèmes, des options? Comment t'orientes tout ça? Alors, donc, chaque MBA est différent. À Harvard, la première année, c'est un tronc commun où on apprend de la finance, la comptabilité, du marketing, ce qu'on appelle le leadership, de la géopolitique également, très intéressant, comment devenir un entrepreneur. Donc, c'est vraiment tous les briques essentielles pour devenir, on va dire, un leader. Donc, pour moi, c'est pour prendre des décisions, plus en connaissance de cause. C'est comme ça que je le vois. Et la deuxième année, c'est là où on se spécialise et on choisit des options. Donc, en ce moment, d'ailleurs, je suis en plein dans mon choix d'options pour la deuxième année. C'est là où on commence vraiment à se poser des questions. Quelle option je veux prendre? Qu'est-ce que vraiment je veux développer, découvrir ou plus raffiner? Quelles compétences je veux avoir? Et donc, moi, par exemple, pour l'année prochaine, je vais essayer de prendre des cours en supply chain, un peu plus de finance parce que c'est là où un peu plus et je pense que c'est très important et des cours un peu plus
peu plus de développement personnel qui sont essentiels pour, Ok. pour prendre des décisions et être, on va dire, un leader. Et pour après, l'idée, c'est de potentiellement repartir vers Saint-Gobain ou alors de bifurquer et puis de faire autre chose. Là, je me pose la question. Ça a été le but de ce MBA pour moi, c'était de savoir ce qui me plaisait ou pas. Et là, je suis en plein questionnement. Alors, il y a un stage entre la première et deuxième année que je vais faire chez Sanofi, donc dans le Ok. pharma. Mais après, pour mon emploi, je ne sais pas encore. Vraiment, je suis Ok. encore La porte est encore ouverte. Enfin, ouverte. Je serais curieuse de retourner chez Saint-Gobain. Et ce qui m'avait plu, c'était interagir avec des chefs de produits. ouais. Un chef de produit, c'est vraiment le chef d'orchestre entre la R&D, la production, la finance. Et ouais, peut-être retourner chez Saint-Gobain pour diriger en fait la stratégie d'un produit. Pourquoi pas. Ok. Trop cool. Là, il nous reste encore une petite dizaine de minutes sur la vie du MBA, c'est-à-dire en dehors des cours académiques qui doivent être, j'imagine, de super niveau. Comment ça se passe la vie d'un étudiant de MBA? Parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément... c'est pas comme les étudiants en école d'ingé. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que tu fais en dehors des cours, quoi, en gros? Donc en fait, le MBA et plus à Harvard, le programme est basé sur 3 piliers. Donc l'académique, Ouais. dont j'ai parlé, mais 2 autres composantes essentielles, c'est la carrière et ce qu'on appelle le social. Et ce n'est vraiment pas à négliger. Donc tout le but du MBA, c'est quand même de voir vers quelle carrière tu veux t'orienter, mais Ouais. également bénéficier des échanges avec les autres dans le social. Et il y a énormément encore une fois, de clubs, d'associations comme tu peux avoir à Centrale. Moi, par exemple, j'ai fait partie de l'association Santé, Healthcare, et j'ai aidé à l'organisation d'une conférence organisée par Harvard. Il y a énormément d'intervenants qui sont venus et le réseau de Harvard est quand même assez puissant. Et il faut vraiment en bénéficier. Il faut vraiment pas négliger interagir avec toute la communauté. C'est ça aussi la richesse de cette expérience. Donc, c'est beaucoup de on va dire, networking. Ça fait partie de la vie d'un étudiant en MBA. Mais on va pas se mentir, la première année, c'est quand même beaucoup de travail. Surtout que le modèle d'apprentissage de Harvard, c'est sur des études de cas. Et c'est une sorte de débat dans la classe. C'est vraiment les étudiants qui mènent le débat et le professeur est plus un modérateur. Et on apprend vraiment les clés du business, les outils, on les apprend par cet échange, ce débat entre élèves. C'est vraiment les élèves qui mènent la danse. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris au niveau de la prise de parole en public, surtout pour des Français, ce n'est pas facile. C'est essentiel, je trouve, comme qualité à avoir. Et comment ça se passe concrètement un débat, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est quoi? C'est le prof qui pose une question et puis, comment c'est amené? Il y a quelqu'un qui est désigné pour préparer un sujet et les autres peuvent interagir? Alors, donc, avant chaque classe, la veille, on lit le cas et il y a des questions préparatoires. Donc, généralement, le cas, c'est sur un chef d'entreprise qui a une décision très importante à prendre et ce n'est jamais noir ou blanc. Il y a toujours des raisons pour ou contre cette décision. Et en classe, le lendemain, le professeur appelle à froid, on va dire, ça s'appelle cold call, donc appelle de façon aléatoire un élève et demande à cet élève d'exposer ses raisons pour lesquelles il prendrait cette décision ou pas. Et c'est de là que démarre la conversation. Et ensuite, chaque élève peut intervenir et dire je suis contre, je suis pour. Et à travers ce cas, on apprend, il y a toujours un apprentissage à en tirer. Donc ça peut être étudier les 5 forces de porteurs en marketing, c'est vraiment un concept fondamental en marketing, ou étudier comment faire un modèle financier, par exemple. Ouais. Mais c'est vraiment
les arguments apportés par les élèves, c'est l'apprentissage. Et tu es noté là-dessus, sur ta participation? Ouais. Oui, autre chose que je n'ai pas mentionné, donc il y a 50% de la note qui est basée sur la participation, donc il faut parler. Ok. Et prendre des risques. Et 50% sur un examen final. Et donc moi, oui, au début, je n'aimais vraiment pas participer et mettre mon opinion, mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, faut prendre des risques, et même si tu dis quelque chose dont tu n'es pas fier, en fait, les gens déjà vont pas le remarquer, et en fait, voilà, tu es toujours là, rien ne se passe, le ciel ne va pas tomber sur la tête. Donc, Ouais. j'ai appris à prendre des... Et comment dire, ce cas, t'as un cas avec des questions, mais il donne pas la réponse en fait, et c'est ça le concept en fait. C'est le concept, et c'est pour ça qu'il y a vraiment un code d'honneur très strict à Harvard. Les deuxièmes années n'ont pas le droit de parler du cas aux premières années, parce que c'est de là c'est comme ça que tu es noté en fait. Il ne faut pas du tout savoir ce qui s'est passé. C'est à toi de construire ton opinion et d'émettre les arguments pour ou contre. C'est trop cool, ouais. Oui. Ok, énorme. Je réfléchis sur mes questions, mais je pense qu'on a fait un gros tour plutôt exhaustif. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que toi tu voudrais mettre en valeur. Si je voulais retourner en arrière. Ah oui, la question fatidique, c'est si tu devais faire un zoom comme ça avec Raphaël. Donc là, imagine que moi je sois Raphaël, mais qui fait son stage de 3e année et chez EDF du coup, si je dis pas de bêtises. Oui. Et tu as l'occasion de lui parler, et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Mon conseil serait de ne pas surestimer ses limites. Enfin, je m'explique. Il ne faut pas croire que parce qu'on est ingénieur et qu'on a ce parcours, on a ce parcours, on ne peut pas aller dans telle ou telle direction. Tout est une question d'opportunité. On peut arriver à ses fins, et on a toujours de la valeur à apporter. Jamais je n'aurais pensé que je serais à Harvard à faire un MBA. En fait, tout est une question d'opportunité. Il ne faut pas se fermer des portes. Il ne faut pas se dire parce que je suis ingénieur, je n'arriverai jamais à faire un MBA, ou parce que je n'ai pas de connaissances dans les céramiques, je n'irai pas chez Saint-Gobain. Il y a d'autres portes, il y a d'autres leviers. Je reviens sur mon stage de première année que j'ai eu du mal à trouver. Il n'y a pas que l'académique, il y a le réseau, il y a la façon dont tu te présentes les choses, juste un intérêt naturel que tu as, ça peut aussi être une porte d'entrée. Donc, on a bien plus de pouvoir qu'on ne le croit. Et c'est un apprentissage de Harvard. À chaque fois, on nous rabâche, on a bien plus de ressources qu'on ne croit. Ok. C'est un peu le truc de dire qu'on n'utilise que 10% du cerveau, ou genre de truc. Oui, un peu ça, oui. No fear, no limit. Voilà. Trop cool. Écoute, Raphaël, c'était vraiment super. Je veux pas te mettre en retard parce que je sais que tu as un call juste derrière. Oui, 2 minutes. 2 minutes. Écoute, on peut dire au revoir à nos téléspectateurs qui verront ce live a posteriori. On s'en excuse, hein, mais et s'ils ont des questions, ils peuvent me contacter par LinkedIn ou sur l'adresse des anciens, sur mon adresse de Centrale Marseille. Qui est sur l'annuaire, du coup, sans doute. Ouais. Trop cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie, c'était un plaisir de discuter avec toi. Pareil. Bonne soirée. Bonne soirée.